Bonjour, c'est Éric Pruvot. Vous regardez Math plus 1, une chaîne de cours de mathématiques et de vulgarisation scientifique. La série Cours de maths, saison 4, propose des épisodes de cours de mathématiques de niveau Bac plus 1. Espace vectoriel est le premier épisode d'une série de cours consacrés à l'algèbre linéaire. Que se cache-t-il derrière le terme espace vectoriel ? Dans espace vectoriel, il y a espace, et vectoriel fait penser à vecteur. La notion de vecteur apparaît en physique, au XVIIe siècle, l'époque de Newton, l'époque des forces, les premières équations de la gravitation. Vector est un terme latin. Le verbe vere signifie transporter en latin. Simon Stevin est le premier à utiliser la notation avec une flèche, non pour désigner un vecteur, mais à l'époque pour désigner une force. Force est vecteur en physique. La force gravitationnelle, qui est proportionnelle au produit des masses et inversement proportionnelle au carré de la distance. La force électrostatique qui s'exerce entre deux charges et qui est également inversement proportionnelle au carré de la distance. La formalisation des vecteurs, et en particulier des espaces vectoriels, apparaît au XIXe siècle. Un vecteur, à l'origine, c'est un objet géométrique. Il supporte deux opérations, l'addition vectorielle, on peut additionner deux vecteurs, et la multiplication par un nombre. Ce nombre est appelé un scalaire. Les problèmes linéaires. Si U et V sont solutions d'un problème, alors U plus V et lambda U, où lambda est un réel, le sont aussi. Les équations de la chaleur, les cordes vibrantes, sont des problèmes linéaires. Et certains problèmes peuvent être approximés de manière linéaire. Les problèmes linéaires sont beaucoup plus faciles à résoudre que les problèmes non linéaires. Un espace vectoriel est un ensemble d'objets mathématiques appelés vecteurs, sur lesquels il est possible de définir les deux opérations classiques des vecteurs géométriques, c'est-à-dire l'addition vectorielle, on peut ajouter deux vecteurs, et la multiplication par un scalaire. Les espaces vectoriels peuvent être composés par des objets très éloignés de la géométrie. Ainsi, une fonction sera un vecteur, une matrice sera un vecteur, une suite sera un vecteur, un polynôme sera un vecteur, etc. Historiquement, une des raisons pour lesquelles la notion de vecteur apparaît émergea en comparant un nombre complexe, a plus ib. Il a une partie réelle et une partie imaginaire, un point M du plan de coordonnées a et b, le segment OM, le couple ordonné AB. Nous allons commencer par l'espace vectoriel le plus intuitif, R puissance n. Première partie, l'espace R puissance n. Historiquement, on a appelé vecteur une liste de nombres réels, par exemple 4, 0, 6,2. Ce sont les opérations plus et multiplier, au sens multiplication par un scalaire, et leurs propriétés, qui vont caractériser le fait d'être un espace vectoriel. Les éléments de R puissance n sont de la forme x1, x2, etc., xn. On les appelle des vecteurs. Les xi sont des nombres réels, appelés coefficients de ce vecteur. Les éléments de R puissance 1, R puissance 1 étant équivalent à une droite, un espace de dimension 1, sont de la forme x, il n'y a qu'une seule coordonnée. Les éléments de R puissance 2 sont de la forme xy, R puissance 2 représente un espace à deux dimensions, il y a deux coordonnées pour chaque vecteur. Les éléments de R3, R3 correspond à l'espace en 3D, sont de la forme xyz. Quelle différence y a-t-il entre R puissance 1 et R ? Ce sont les opérations, donc la structure, qui vont faire la différence. R puissance 1 muni de l'addition et de la multiplication par un scalaire, c'est différent de la structure algébrique, R muni de la multiplication et de l'addition. Et bien entendu, on peut convenir que R puissance 1, c'est R. La somme vectorielle dans R puissance 1 A plus B s'écrit naturellement A plus B. La multiplication par un scalaire, lambda.a s'écrit naturellement lambda fois a. Alors attention, point représente la multiplication par un scalaire, alors que fois, marqué ici en rose, représente la multiplication classique dans R. Le vecteur nul de R1 n'est autre que 0. Plus généralement, dans R puissance n, le vecteur nul s'écrira 0,0, etc. Il y aura n0. L'addition vectorielle est une loi de composition interne. Une loi de composition interne, c'est une opération telle que si on combine deux éléments d'un ensemble, on obtient encore un élément de cet ensemble. x1, etc. xn plus y1, etc. yn sera égal à x1 plus y1, etc. jusqu'à xn plus yn. Remarquez ici qu'on a fait une distinction par la couleur entre l'addition vectorielle, marquée ici en bleu,
et l'addition classique entre deux nombres réels, marqués ici en vert. R puissance n plus est un groupe abélien. Qu'est-ce que cela veut dire? Abélien signifie commutatif. Donc plus c'est commutative. On peut effectivement ajouter des vecteurs dans l'ordre que l'on veut. Le vecteur u plus le vecteur v est égal au vecteur v plus le vecteur u. Plus est associatif, ça veut dire que si on met des parenthèses, on peut mettre les parenthèses dans l'ordre que l'on veut. Le vecteur nul est élément neutre pour l'addition vectorielle, et chaque vecteur de R puissance n possède un symétrique pour la loi plus. Un symétrique, c'est un élément tel que l'élément plus son symétrique est égal à l'élément neutre ici au vecteur nul. Définissons de manière plus générale et plus abstraite ce que l'on appelle un groupe. Soit G un ensemble, on dira que G muni d'une loi antitruc est un groupe si antitruc est une loi de composition interne. La composition de deux éléments par antitruc donnera toujours un élément de G. Antitruc doit être associative, antitruc doit posséder un élément neutre et chaque élément de G doit posséder un symétrique pour la loi antitruc. Voici des exemples de groupes. Z muni de l'addition, Q l'ensemble des rationnels muni de l'addition, R+, C+. R privé de 0 muni de la multiplication est un groupe et C privé de 0 muni de la multiplication est également un groupe. La multiplication par un scalaire est cette fois une loi de composition externe. Ici, la loi de composition externe s'exprime par le fait que l'on combine un élément extérieur à l'espace vectoriel, à savoir un scalaire, et un vecteur, un élément de l'espace vectoriel. Par contre, la multiplication par un scalaire donnera bien un vecteur. Quel que soit x appartenant à R puissance n, lambda.x est égal à lambda fois x1, virgule lambda fois x2, virgule etc., lambda fois x puissance n. Pour définir un espace vectoriel, en l'occurrence ici R puissance n plus point, on a besoin de deux ensembles. Ici R, l'ensemble des scalaires, et l'espace R puissance n. D'une loi de composition interne, l'addition vectorielle, et d'une loi de composition interne, la multiplication par un scalaire, et il faut que cette loi de composition interne, l'addition, et cette loi de composition externe, la multiplication par un scalaire, aient des bonnes propriétés. Quelles sont ces bonnes propriétés? Eh bien, R puissance n, muni de l'addition, doit être un groupe commutatif. Par ailleurs, la loi de composition interne, c'est-à-dire la multiplication par un scalaire, doit posséder les propriétés suivantes. Lambda.x plus y doit être égal à lambda.x plus lambda.y. Deuxièmement, lambda plus mu.x doit être égal à lambda.x plus mu.x. Troisièmement, lambda fois mu.x doit être égal à lambda.mu.x. Enfin, quatrième propriété, 1.x doit être égal à x, où 1 désigne l'élément neutre pour la multiplication dans l'ensemble des scalaires. Nous allons maintenant définir de manière générale ce que l'on appelle un espace vectoriel. Deuxième partie, définition d'un espace vectoriel. Soit E un ensemble, et soit K plus fois un corps. Oui, mais qu'est-ce qu'un corps? Un corps est, comme nous allons le voir, une structure algébrique, à l'instar d'un groupe. Dans un groupe, il y a une seule loi, c'est la loi plus. Pour le corps, nous allons avoir deux lois, plus et fois. La notion de corps. K plus fois est un corps commutatif si, premièrement, K plus est un groupe commutatif dont l'élément neutre sera noté 0 indice K. Deuxième condition, K privé du 0 de K, c'est-à-dire privé de l'élément neutre pour l'addition, muni de la multiplication, est également un groupe commutatif dont l'élément neutre sera noté 1 indice K. Troisième condition, distributivité. A fois B plus C égale A fois B plus A fois C. Et B plus C fois A égale B fois A plus C fois A. Voici quelques exemples de corps commutatifs. Q plus fois, l'ensemble des rationnels munis de l'addition et de la multiplication. R plus fois, C plus fois. Z sur PZ, où P est un nombre premier, muni de plus et de fois, est également un corps commutatif. Revenons aux espaces vectoriels. Nous allons en donner une définition générale. Hermann Günther Grassmann a été l'un des premiers à publier sur les espaces vectoriels abstraits. Malheureusement, son travail assez touffu et un peu confus n'eut absolument aucun succès à l'époque. Il est également à l'origine du calcul tensoriel. Déçu par le manque de succès de ses travaux mathématiques vis-à-vis de ses contemporains, il retourna vers la linguistique et en particulier l'étude du sanskrit, où il connut un succès important en tant que linguiste. Giuseppe Peano reprit les travaux de Grassmann et les publia quelques dizaines d'années plus tard, en 1888, dans un article qui formalise véritablement la notion d'espace vectoriel abstrait.
La petite histoire veut que Peano était également un amateur de linguistique. Par contre, lui ne connut absolument aucun succès avec ses travaux en linguistique. Munissons donc un espace E, un ensemble E, de deux opérations. Une première loi, une loi de composition interne que nous allons appeler addition, elle sera notée plus. Et deuxièmement, munissons l'ensemble E d'une seconde opération, une loi de composition externe, appelée multiplication par un scalaire et notée point. On dit que E plus point est un K-espace vectoriel, où K est un corps, si E plus est un groupe commutatif. Deuxièmement, si lambda.x plus y est égal à lambda.x plus lambda.y. Troisièmement, si lambda plus mu.x est égal à lambda.x plus mu.x. Quatrièmement, lambda fois mu.x est égal à lambda.mu.x. Et enfin, 1.x est égal à x, où 1 est l'élément neutre pour la multiplication dans le corps commutatif K. Cette définition est assez compliquée, c'est la définition générale d'un espace vectoriel. Il ne faut pas confondre les différentes opérations. K est un corps commutatif, il est muni de deux opérations, de deux lois de composition interne, plus et fois. La multiplication entre scalaires est notée ici avec un fois et la couleur rose. La multiplication entre un scalaire et un vecteur est notée par un point jaune. Donc attention, il y a en fait quatre opérations. L'addition dans le corps commutatif, que nous notons avec un plus jaune-vert, la multiplication dans le corps commutatif, que nous notons avec un fois rose, et deux opérations dans l'espace vectoriel, une loi de composition interne, plus notée en bleu, et une loi de composition externe, que nous notons avec un point. Voici quelques espaces vectoriels de référence qu'il faut connaître. R plus point est un R espace vectoriel, R puissance n plus point est un R espace vectoriel, C plus point est un R espace vectoriel et également un C espace vectoriel, C puissance n plus point est un R espace vectoriel, c'est également un C espace vectoriel. K de x plus point, où K de x représente l'ensemble des polynômes, est un espace vectoriel. K indice n de x plus point est également un espace vectoriel, où K indice n de x représente les polynômes de degré inférieur ou égal à n. D'autres espaces vectoriels qu'il faut connaître, soit E1, E2 jusqu'à En des K espaces vectoriels. Alors E1 fois E2 fois etc. jusqu'à fois En, munis de plus et de points, sont des espaces vectoriels. L'espace des fonctions sont des espaces vectoriels. Donc les fonctions de A dans E, où A est différent du vide et où E est un K espace vectoriel, est un K espace vectoriel. L'ensemble des fonctions d'un intervalle irréel vers R est un R espace vectoriel. L'espace des suites est un espace vectoriel. R puissance n est un espace vectoriel, C puissance n est un espace vectoriel. Donc les différents espaces de suite que l'on peut construire sur des K espaces vectoriels sont eux-mêmes des espaces vectoriels. D'autres espaces vectoriels, l'ensemble des fonctions continues sur un intervalle I, l'ensemble des solutions d'une équation différentielle homogène. Comment démontre-t-on qu'un ensemble E est un espace vectoriel? Nous avons que la définition est assez lourde, assez compliquée. Il semble donc fastidieux de démontrer que E est un espace vectoriel. Heureusement, il existe des méthodes beaucoup plus simples. L'une d'entre elles consiste à passer par la notion de sous-espace vectoriel que nous allons bientôt étudier. Avant de parler de sous-espace vectoriel, nous avons besoin de parler des familles de vecteurs, des combinaisons linéaires, des familles libres et des familles génératrices. C'est l'objet de la partie suivante. Terminons cette partie par un point pour être sûr que vous avez bien compris ce que c'était qu'un espace vectoriel. Pour définir un espace vectoriel, on a besoin d'une structure algébrique qu'on appelle un corps, K plus fois. En général, en première année, K plus fois sera le corps R plus fois ou le corps C plus fois, l'ensemble des réels ou l'ensemble des complexes. Un corps est une structure algébrique. C'est un ensemble uni de deux lois de composition interne possédant de bonnes propriétés, commutativité, associativité, éléments neutres, symétriques et distributivité de l'une sur l'autre. Pour que E soit un espace vectoriel, il faut le munir de deux lois. Une première loi qui est une loi de composition interne, l'addition vectorielle, et une deuxième loi qui est une loi de composition externe. Elle met en œuvre un élément du corps K, noté ici lambda, et un vecteur de E, noté ici x. E plus point est un K espace vectoriel si plus et point ont des bonnes propriétés qui ont été énoncées dans la grande définition de ce qu'est un espace vectoriel abstrait. X plus Y, c'est l'addition entre deux vecteurs, c'est une loi de composition interne. Le résultat est un vecteur de E. Lambda.x
met en œuvre un élément externe à E, un scalaire lambda, un vecteur x de E et le résultat est également un vecteur x de E. Troisième partie, famille, combinaison linéaire. Les espaces vectoriels sont des ensembles. Dans un ensemble, on peut considérer un sous-ensemble. Toutefois, la notion de sous-ensemble ne va pas être ici assez puissante pour ce que nous avons à faire. Nous allons introduire une autre notion qu'on appelle la notion de famille. Commençons donc par définir ce qu'est une famille de vecteurs. Définition. Soit I un ensemble, soit E un espace vectoriel, on appelle famille de vecteurs indexés par I une application F qui va de I vers E. Ainsi, à chaque élément I de grand I correspond un vecteur unique V indice I de E. On note VI, entre parenthèses, une telle famille. Ça ressemble à la notation d'une suite. Une famille est un objet plus général qu'une suite ou une liste, puisque ici I, grand I, l'ensemble des indices, peut être quelconque et non uniquement grand N comme pour les suites. Bien souvent, grand I sera un ensemble au plus dénombrable et muni d'une relation d'ordre permettant d'écrire sans ambiguïté grand I égale I indice 1, I indice 2, etc. jusqu'à I indice N. On aura alors VI entre parenthèses égale VI1, VI2, etc. On dira que la famille est ordonnée. On appellera cardinal d'une famille indexée par I le cardinal de I. On appellera sous-famille d'une famille indexée par grand I toute famille indexée sur J une partie de I. Définition, soit lambda I une famille de scalaires de grand K indexés sur I. On dit que lambda I est presque nul si seul un nombre fini de scalaires est non nul. L'ensemble des familles presque nulles est noté grand K puissance grand I entre parenthèses. Quel est l'intérêt de la notion de famille? Pourquoi ne pas se contenter, comme on l'a vu au début, des ensembles? Les familles admettent des doublés. Ce n'est pas le cas des ensembles. L'ensemble UU est égal à l'ensemble U, alors que la famille U, U est différente de la famille U. Dans une famille, l'ordre des éléments est pris en compte, contrairement aux ensembles. L'ensemble UV est égal à l'ensemble VU, alors que le couple UV est différent du couple VU. Une famille finie généralise la notion de liste, c'est-à-dire de n-uplet. Une famille infinie généralise la notion de suite. Abordons maintenant la notion de combinaison linéaire. Définition, dans le cas fini, on appelle combinaison linéaire, on notera en abrégé CL, des vecteurs d'une famille finie VI, toute expression de la forme lambda 1 multiplié par VI1, plus lambda 2 multiplié par VI2, plus etc., plus lambda R multiplié par VI indice R. Avec les lambda I des éléments du corps K et les I indice K des éléments de l'ensemble des indices grand I. Définition dans le cas infini. On appelle combinaison linéaire des vecteurs d'une famille VI toute expression de la forme lambda I VI, avec lambda I appartenant à K puissance I, l'ensemble des familles presque nulles. Qu'une famille soit finie ou infinie, une combinaison linéaire construite sur une famille est donc toujours une somme finie. Nous n'écrirons plus, sauf si c'est nécessaire, la multiplication externe avec le point. Ceci va alléger les notations. Si I égale grand N, ce qui sera souvent le cas, on écrira lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus etc. plus lambda R VR. Stabilité par combinaison linéaire. Tout cas espace vectoriel est stable par combinaison linéaire, c'est-à-dire que quel que soit lambda I, une famille presque nulle de scalaires, quel que soit xi, une famille d'un espace vectoriel E indexé sur un ensemble grand I, lambda I des VI appartient à E. Définition. Soit F une famille de vecteurs, on appelle combinaison linéaire triviale des vecteurs de F, la combinaison linéaire obtenue en prenant tous les coefficients égaux à 0. Toute combinaison triviale est égale au vecteur nul. Nous savons maintenant ce qu'est une famille. Nous avons donné la définition de ce qu'est une combinaison linéaire. Nous pouvons aborder la notion de famille libre. Définition. Une famille VI est dite libre si sigma des lambda I VI égale vecteur nul entraîne que tous les lambda I sont égaux à 0 pour toutes les valeurs de I. On dit aussi vecteur linéairement indépendant. Si une famille n'est pas libre, on dit qu'il s'agit d'une famille liée. Une autre manière de définir une famille libre est de dire que la famille F est libre si sa seule combinaison linéaire nulle est la combinaison linéaire triviale. Remarque. Une famille de cardinal 1 est libre si son unique vecteur est non nul. Une famille de cardinal 2 est libre si ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires.
Autre remarque, si une famille contient le vecteur nul, alors elle est liée. De même, si deux vecteurs d'une famille sont colinéaires, alors cette famille est liée. Proposition. Toute sous-famille non vide extraite d'une famille libre est libre. Proposition. Toute famille est liée si l'un de ces vecteurs est une combinaison linéaire des autres vecteurs de cette même famille. Proposition. Toute surfamille construite sur une famille liée est également une famille liée. Une famille de vecteurs d'un espace vectoriel peut être libre ou peut être liée. Il existe une autre caractéristique des familles. Elle consiste à se demander si la famille est génératrice ou n'est pas génératrice. Donnons la définition de ce qu'est une famille génératrice de vecteurs d'un espace vectoriel. Définition. Une famille F est dite génératrice si tout vecteur de E peut s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs de F. Autrement dit, une famille VI de E est génératrice si pour tout vecteur x de E, il existe une famille de scalaires telle que x égale sigma des lambda i VI. Abordons maintenant la notion de base de vecteurs. Définition. Une famille B est une base d'un espace vectoriel E si tout vecteur de E peut s'écrire de manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs de B. Cela va plus loin que la notion de famille génératrice. Ici, on impose l'unicité. Proposition. Une famille B de vecteurs de E est une base si et seulement si elle est libre et génératrice de E. Définition. Dans K puissance n, les vecteurs 1, 0, 0, 0, 0, 1, puis une suite de 0, 0, 0 et on termine par 1, forment une base appelée base canonique de K puissance n. Attention, dans la base canonique de K puissance n, les coordonnées des vecteurs x1, etc. xn sont justement les n-uplets x1, x2, etc. xn. Ce n'est pas une raison pour confondre un vecteur et ses coordonnées. Ce sont deux choses différentes. Dans K indice n de x, les polynômes de degré inférieur ou égal à n, les vecteurs 1, grand X au carré, etc., grand X puissance n, forment la base canonique. Dans la base canonique, les coordonnées d'un vecteur polynôme sont les coefficients de ce polynôme. En résumé, dans cette partie, nous avons défini ce qu'est une famille de vecteurs et de scalaires. La notion de combinaison linéaire est la notion centrale de cette partie. Elle permet de définir ce que l'on appelle une famille libre et ce que l'on appelle une famille génératrice. Une famille est libre si sa seule combinaison linéaire nulle est la combinaison linéaire triviale. Une famille est génératrice si tout vecteur de l'espace vectoriel E peut s'écrire comme une combinaison linéaire des vecteurs de cette famille. Enfin, on a affaire à une base si la famille est à la fois génératrice et libre. Quatrième partie, sous-espace vectoriel. Étant donné un espace vectoriel E, soit F une partie de E, est-ce que F muni des lois plus et point peut également être un espace vectoriel, auquel cas on le qualifiera de sous-espace vectoriel de E. Définition. Soit E plus point un K-espace vectoriel et soit F une partie de E. On dit que F plus point est un sous-espace vectoriel de E si F plus point est un K-espace vectoriel. À ce stade, il semblerait que démontrer que F soit un sous-espace vectoriel de E est aussi compliqué que de démontrer que E est lui-même un espace vectoriel, puisque pour l'instant nous n'avons à notre disposition que la définition de ce qu'est un espace vectoriel. Voici un cas très particulier. La partie de E, qui se réduit au singleton vecteur nul, muni des lois plus et point, les mêmes que pour E, est un espace vectoriel. Le théorème présent est un outil très pratique pour démontrer qu'un espace est un sous-espace vectoriel et donc en fait un espace vectoriel. Soit E plus point un K-espace vectoriel et soit F un ensemble. F plus point est un sous-espace vectoriel si et seulement si, premièrement, F est une partie de E, deuxièmement, le vecteur nul appartient à F, et troisièmement, quel que soit x et y appartenant à F, quel que soit lambda appartenant à K, la combinaison linéaire lambda x plus y appartient à F. En général, pour montrer que F est un espace vectoriel, on montrera via le théorème précédent que F est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel de référence, d'où l'importance de connaître la liste des espaces vectoriels de référence que nous avons donnés dans la première partie de cette vidéo. De la même façon, pour montrer que F n'est pas un sous-espace vectoriel de E,
ou de manière plus générale, n'est pas tout simplement un espace vectoriel. Il suffit parfois tout simplement de montrer que le vecteur nul de E n'appartient pas à F. Théorème. Soit I un ensemble non vide, et soit Fi une famille finie ou non de sous-espaces vectoriels de E, un K-espace vectoriel. Alors, l'intersection finie ou infinie de cette famille, plus exactement des éléments de cette famille, est un sous-espace vectoriel de E. Attention, en général, l'union finie ou infinie de sous-espaces vectoriels de E n'est pas un sous-espace vectoriel de E. Abordons maintenant la notion de sous-espace vectoriel engendré. Considérons A une partie non vide de E, où E est un K-espace vectoriel. Alors, l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs de A est noté vect de A. Soit encore de manière algébrique, vect de A est égal à l'ensemble des sigma lambda I AI, où lambda I est une famille presque nulle de scalaires de K, et AI une famille de vecteurs indicés par l'ensemble I. Qu'est-ce donc que vect de A? Bien, c'est tout simplement l'ensemble des combinaisons linéaires des différents vecteurs de A. Ce qui est important, ce qui est même essentiel, c'est que vect de A est un sous-espace vectoriel de E. Par convention, vect du vide est égal à l'espace vectoriel réduit au vecteur nul. Point méthodologique. Pour montrer que F est un sous-espace vectoriel de E, on peut montrer que F égale vect de A, où A est une partie de E. Cette méthode est à privilégier si on cherche également une base de F. Nous reprendrons cet exemple, cet aspect méthodologique, dans la vidéo suivante qui va traiter des espaces vectoriels en dimension finie. À ce stade, pour démontrer qu'un ensemble est un espace vectoriel, nous disposons de différentes méthodes. Première méthode, on utilise la définition. C'est très lourd et fastidieux. Deuxième méthode, on montre que F est un sous-espace vectoriel de E, un espace vectoriel de référence. Et troisième méthode, celle que nous venons de voir, pour montrer que F est un sous-espace vectoriel de E, on peut montrer que F égale vect de A, où A est une partie de E. Proposition. Soit A un sous-espace vectoriel de E, et soit F une famille de vecteurs de E. Alors F est une famille génératrice de A, si et seulement si A égale vect de F. On notera que la notion vect, c'est-à-dire d'espace vectoriel engendré, s'applique aussi bien à une partie A de E ou à une famille F de vecteurs de E. Propriété. Vect est croissante pour l'inclusion. Cela veut dire que si A est inclus dans B, alors vect de A est inclus dans vect de B. De même, si F est une sous-famille de G, alors vect de F est inclus dans vect de G. Vect est idempotente, cela signifie que vect de F est égal à vect de F, où F est une famille, et vect de A est égal à vect de A, où A est une partie de E. Nous allons maintenant aborder ce que l'on appelle la somme de deux sous-espaces vectoriels, et également la notion de somme directe. Définition. Soit A et B deux sous-espaces vectoriels de E. On appelle somme de A et de B l'ensemble noté A plus B, où A plus B est l'ensemble des combinaisons linéaires A plus B avec A appartenant à grand A et petit b appartenant à grand B. Théorème. Soit A et B deux sous-espaces vectoriels de E, alors A plus B n'est autre que vect de A union B. Par conséquent, et c'est un point très important, la somme de deux sous-espaces vectoriels est elle-même un sous-espace vectoriel, et cela se généralise à la somme finie de n sous-espaces vectoriels. La somme de sous-espaces vectoriels est associative et également commutative. Définition. Soit A et B deux sous-espaces vectoriels de E. On dit que A et B sont en somme directe, encore que A plus B est direct, si tout vecteur de A plus B s'écrit de manière unique sous la forme A plus B avec A appartenant à A et B appartenant à grand B. On écrit alors A plus B où le plus est entouré. Théorème. Soit A et B deux sous-espaces vectoriels de E. La somme A plus B est directe si et seulement si l'intersection de A et de B se réduit au vecteur nul. Définition. Soit A et B deux sous-espaces vectoriels de E. On dit que A et B sont supplémentaires si et seulement si E est égal à la somme directe A plus B. Autrement dit, tout vecteur de E s'écrit de manière unique, comme somme A plus B avec A appartenant à grand A et B appartenant à grand B. Définition proposition, si E est égal à la somme directe A plus B. Si A est une base de grand A et B une base de grand B, alors la réunion des vecteurs de la base A et de la base B forme une base de E dite base adaptée à la somme directe. Et réciproquement, si A union B est libre, c'est-à-dire que c'est la famille formée par la réunion des vecteurs de la famille A et de la famille B, où A et B sont des bases,
alors vec de A union B est égal à vec de A plus somme directe de vec de B, et A union B est une base adaptée à cette somme directe. En résumé, dans cette partie, nous avons considéré un espace vectoriel E, et F un sous-ensemble de E. Nous nous sommes demandé à quelles conditions F était un sous-espace vectoriel de E. Ceci nous a permis de définir une nouvelle méthode pour démontrer qu'un espace, un ensemble, était un espace vectoriel. En effet, si on connaît un espace vectoriel de référence, et si on considère que F est un sous-ensemble de cet espace, alors il suffit, via le théorème, qui est quand même plus simple que la définition générale, de montrer que F est un sous-espace vectoriel de E. Si F et F' sont deux sous-espaces vectoriels, alors leur intersection est un sous-espace vectoriel. Cela se généralise à une intersection finie de sous-espaces vectoriels. Par contre, en général, l'union d'espaces vectoriels n'est pas un espace vectoriel. Vect de A, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs de A, où A est une partie de E, un espace vectoriel. C'est un espace vectoriel. La somme de deux espaces vectoriels, plus exactement de deux sous-espaces vectoriels, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires où le premier vecteur appartient à grand A et le deuxième appartient à grand B. On parle de somme directe si tout vecteur de A plus B s'écrit de manière unique sous la forme A plus B avec A appartenant à grand A et B appartenant à grand B. Enfin, on parle de sous-espace vectoriel supplémentaire si l'espace vectoriel de référence s'écrit comme étant la somme directe A plus B, c'est-à-dire que tout vecteur de E s'écrit de manière unique comme la somme d'un vecteur de A et la somme d'un vecteur de B. Cette vidéo sur les espaces vectoriels s'applique aussi bien aux espaces vectoriels de dimension finie qu'aux espaces vectoriels de dimension infinie. Lorsque l'espace vectoriel est de dimension finie, il existe des notions particulières qu'on ne peut pas reprendre dans le cas infini. Aussi la prochaine vidéo, le prochain épisode, l'épisode 39, traitera des espaces vectoriels en dimension finie. Dans cette vidéo, nous avons étudié la notion d'espace vectoriel. C'est une structure algébrique particulière. Parmi les structures algébriques, on trouve les groupes. Ils mettent en œuvre une seule loi de composition interne. Les corps qui mettent en œuvre deux lois de composition interne. Les espaces vectoriels qui mettent en œuvre une loi de composition interne, l'addition vectorielle, une loi de composition interne, le produit par un scalaire, et qui nécessite un corps de référence. Ce n'est pas au programme, mais il existe des structures algébriques encore plus complexes. On les appelle les K-algèbres. A plus point fois est une K-algèbre si A plus point est un K-espace vectoriel, fois est une loi de composition interne dans A, et fois présente des propriétés qu'on appelle la bilinéarité. Voici un exemple. L'espace euclidien R3 plus point muni du produit vectoriel est une R-algèbre. Cette vidéo est maintenant terminée. En vous abonnant à Math+1, vous recevrez une notification dès qu'un nouvel épisode est mis en ligne. Un profil Facebook est également associé à la chaîne. Vous y trouverez des informations complémentaires sur Math+1. Merci et à bientôt.